Merci à tous et bienvenue. Ravie d'être ici avec vous ce soir et de vous accueillir avec Pascal Seyss qui signe un livre absolument merveilleux qui s'intitule Philosophie vagabonde sur l'humeur du monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Paru aux éditions Racine. Alors, Pascal Seyss, merci de m'avoir proposé de vous accompagner pendant ce voyage ici, ce début de soirée. Un petit mot de présentation. Vous enseignez la philosophie générale, l'esthétique et la théorie des médias au Conservatoire de Bruxelles, à l'UCL et à l'École supérieure des arts Saint-Luc. Vous êtes impliquée dans la vie médiatique et culturelle depuis 25 ans. Vous êtes productrice Musique 3. Vous avez réalisé de fantastiques magazines culturels, Hamlet, l'hebdo des arts, de la musique, de la littérature et du théâtre. C'est vous aussi qui avez animé pendant 7 saisons le formidable Grand Charivari. Et vous signez Les Tics de l'actu, une chronique philosophique que je vous invite vraiment à savourer, à méditer tous les jeudis matins dans le cadre de la matinale de Musique 3 à 8h45. Ils sont absolument formidables et ils ne sont pas sans lien avec ce livre, même si c'est bien plus qu'une simple compilation. Pascal Seyss. Alors, j'ai la chance d'être l'une de vos collègues. Il y en a d'autres qui sont ici ce soir. Et en fait, j'aurai aussi la chance de vous inviter dans l'émission que j'anime sur la musique et les lettres. Ce sera le 24 juin à 22h. Donc, on vous donne rendez-vous là aussi. Et ce n'est pas votre premier livre. Vous avez réalisé une thèse de doctorat sur Hippolyte Taine. Vous signez de nombreux articles. Mais aujourd'hui, on va parler de cette merveilleuse philosophie vagabonde. Alors, Pascal Seyss, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre? Alors d'abord, bonsoir à chacun, chacune et merci d'être là. Merci aux éditions Racine qui m'ont fait confiance. Merci à Olivier Moulin qui est là aussi. On en parlera parce que ce livre est aussi un objet qui est graphique. Et Olivier a été le premier lecteur des textes et il a fallu trouver ensemble un regard croisé pour les mettre en évidence ou les mettre dans un certain ordre. Je vais répondre à votre question. Je voulais vous parler en fait de Paul Klee, le peintre Paul Klee, parce que il s'est retrouvé dans une situation un jour dans sa vie où il était fort démuni de devoir s'expliquer sur sa peinture et sur son œuvre. Il aurait souhaité que sa peinture parle d'elle-même et qu'il n'ait pas besoin de mettre des notes de bas de page, d'expliciter ce qu'il était en train de faire. Et pour parler à un public que lui considérait comme un profane ou qui n'était pas nécessairement habitué à sa façon de travailler, il a fait l'usage d'une métaphore, d'une parabole, qui est la parabole de l'arbre. Et je voudrais m'emparer de cette métaphore parce que je la trouve assez juste pour qualifier ce qui est demandé à quelqu'un qui fait des choses et qui doit s'expliquer sur le faire qu'il fait. Ce qui n'est pas toujours simple en réalité, parce que quand on commence à décortiquer ce qu'on fait, on est déjà dans un regard en surplomb. Et donc la parabole de l'art de Paul Klee, il essaye d'expliquer au fond que la réalité, que la réalité est multiforme, que c'est une complexité et que cette complexité l'assimile aux racines de l'arbre. Et il explique que les racines vont donner bien sûr, via le tronc, par les ramures, des feuilles et des fruits, et que l'artiste, lui, dit, voilà, le peintre ou l'artiste, on peut dire le poète, le philosophe, l'écrivain, le comédien, l'interprète, est le tronc d'un arbre et la sève passe à travers lui, et on ne demande pas que ce qu'il produise soit l'exact correspondant des racines de l'arbre. Et donc, au fond, il veut dire, en parlant de l'artiste, de celui qui fait comme d'un... comment dire, qu'il serait comme un entremetteur ou un intermédiaire. Et au fond, écouter l'humeur ou la rumeur du monde, ou écouter d'abord ce qui fait le bruit du monde et les vagues du monde, et essayer de les décortiquer, de les mettre en lumière, c'est peut-être simplement faire cet exercice-là de passer plus loin. C'est-à-dire d'être un entremetteur, ou d'être un intermédiaire entre ce qu'est la réalité et puis la manière de la mettre en forme et écrire, ou réfléchir, ou essayer de trouver ce qui importe, ou ce qui est intéressant, c'est peut-être simplement ça, c'est de passer plus loin. Voilà. Je n'ai pas encore répondu à votre question, vous parlez d'Hippolyte Taine. Hippolyte Taine est un philosophe qui m'a beaucoup intéressée parce qu'il était à la fois intéressé par la littérature,
par la théorie systématique de la philosophie, par la poésie, par la psychologie aussi, et que ce qu'il a essayé de faire, c'est d'être lui aussi à l'écoute du monde de son temps, à l'écoute des faits du monde. Et il disait, au fond, je regarde les faits comme la métamorphose d'un insecte. Hein, c'était son optique naturaliste, et il me semble que voilà le travail qui est fait dans ce qui est en radio, l'éthique de l'actu, pour dire la morale de l'info, ou dans cet essai-ci, c'est être à l'écoute des faits, regarder comme on attraperait des papillons qui sont les faits, hein, qui sont notre quotidien au fond, et puis d'aller observer le papillon, regarder de quoi il est fait, les couleurs de ses ailes, et puis le lancer et demander à chacun d'entre nous au fond, et vous qu'en faites-vous, et vous qu'en pensez-vous. Pour revenir à ce que disait Paul Klee à propos de cette notion d'intermédiaire ou de passeur pour aller plus loin. Il disait au fond qu'à propos de la réalité, il fallait du coup être ni serviteur soumis aux faits, sinon on fait du mauvais journalisme, et non pas non plus le maître absolu. Donc je pense que le travail de transmission, il se fait exactement dans ce passage entre le monde qui est notre quotidienneté, et puis sa mise en forme ou sa mise en mots. Merci. Et là, on découvre aussi toute votre poésie, Pascal Seyss, en plus. Alors, c'est un livre de philosophie vagabonde. Et si on parlait un petit peu de cela, est-ce qu'il faut de l'errance dans le voyage? Et c'est peut-être l'occasion aussi de signaler, on ne l'a pas encore fait, que c'est un recueil de textes sur des sujets chaque fois différents, même si certains sont proches. Et que Emmanuel Tourpe, qui signe la préface de ce livre, appelle des bulles de sagesse. Assez jolie formule. Emmanuel Tourpe, qui est philosophe lui aussi et qui est directeur de la programmation d'Arte Télévision. Alors, donc si on parlait de la nécessité de l'errance et du vagabondage, de votre choix que cette philosophie soit vagabonde, vous signez notamment une bulle de sagesse qui s'intitule « La marche et le temps ». Mais c'est une vieille histoire que le rapport entre la pensée et la marche. Vous connaissez tous l'école d'Aristote, qu'on appelait aussi l'école péripatéticienne, qui fait écho évidemment au plus vieux métier du monde, mais la philosophie est sans doute aussi le plus vieux métier du monde. Et on les appelait les péripatéticiens parce qu'ils philosophaient en marchant. Il y a toute une tradition philosophique de la marche qui structure la pensée. Et il y a aussi l'idée du dialogue qui est importante. Il y a les marches en solitaire, puis il y a les marches accompagnées. Hein, mais l'idée est que la philosophie, c'est la vieille école socratique, montre que la vérité, ce que nous cherchons tous, advient dans un dialogue. Hein, de nouveau, nous n'avons pas la maîtrise absolue, et donc la vérité, elle se co-constitue ensemble. Hein. Et oui, cette philosophie, elle est plutôt vagabonde parce qu'elle ne se veut pas systématique. Je vous ai parlé d'Hippolyte tout à l'heure, qui était quelqu'un qui, à travers les faits, voulait construire une théorie, cherchait l'axiome du monde. Alors on sait que pour Stendhal, l'axiome du monde, c'était l'amour, que pour Marx, c'est la lutte des classes, que pour Héraclite, c'est le changement. Taine y cherchait l'axiome, c'est-à-dire la cause explicative du monde de manière tout à fait systématique. C'est une école. Si on fait de la philosophie vagabonde, c'est parce que nous n'avons pas les réponses, et que le vagabondage, c'est une manière de cheminer dans la question sans savoir nécessairement où l'on va. Et c'est assumer le fait qu'on ne sait pas où on va, c'est-à-dire que nous n'avons pas les réponses. Et donc ça ne veut pas dire qu'il y a de l'errance ou de l'égarement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que nous cherchons, mais nous le cherchons. Nous le cherchons quand même. Vous savez, il y a une phrase magnifique c'est un proverbe juif que reprend Kundera lorsqu'il a dû donner une conférence en 1985. Il a obtenu un prix à Jérusalem et il avait intitulé cette conférence « Le rire de Dieu ». Il disait « L'homme pense, Dieu rit ». Et cette phrase est magnifique parce qu'elle dit à quel point Dieu est déjà en train de rire pendant que l'homme n'est condamné qu'à penser, donc à chercher une vérité qu'il ne trouve pas et à laquelle il consacre beaucoup d'efforts.